Alors, bienvenue à tout le monde pour cet événement en ce samedi 18 mars 2023, dans le cadre de la francophonie. Je suis Sarah, la directeure exécutive de l'Alliance française de Washington. Aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude des événements de l'Alliance en ligne, nous n'aurons pas le directeur des programmes culturels, Natacha Zavatskaya, qui avait un événement familial à célébrer. Et donc, c'est moi qui prend la suite. J'espère ne pas faire de bêtises parce que je m'appuie beaucoup sur Natacha pour tout ce qui est la technologie. J'espère que tout marchera bien. Je vais vous demander, je vais dire deux petites choses techniques tout d'abord. Pour ceux qui ont l'habitude de nos événements, vous savez que nous demandons à ce que tout le monde soit sur mute. Hein, donc, sur silencieux, sur mode silencieux, sauf évidemment la personne qui parle et celle qui modère. Ça nous permet de ne pas avoir d'interférence et pour que l'enregistrement soit de très bonne qualité. Donc, si vous n'êtes pas encore sur mute, merci de le faire. Sinon, voilà, je viens de mute Rosalia. Je le ferai moi-même tout à l'heure. Par ailleurs, vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de la conversation avec Élodie. Je vous conseille et recommande de les mettre dans le chat au fur et à mesure de la conversation et des questions que j'aurai posées à Élodie. Comme ça, vous pourrez, je les prendrai ensuite, je lirai ensuite les questions et nous pourrons même ouvrir les micros pour les poser si vous en avez d'autres. Mais entrez-les d'abord dans le chat au fur et à mesure de la conversation. Voilà. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir et un grand honneur de recevoir Élodie pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'Élodie, c'est une ancienne membre enseignante du corps enseignant, donc faculty, de l'Alliance française de Washington, où elle était très estimée par ses collègues du corps enseignant, par le staff, donc, voilà, et évidemment, elle était adorée par ses étudiants. Donc, à l'Alliance française de Washington, on est ravis lorsqu'on peut mettre en valeur des enseignants, même des anciens enseignants, d'autant plus ravis que, comme vous le savez, nous attachons beaucoup d'importance à la littérature francophone, non pas pendant juste le mois de la francophonie au mois de mars, mais toute l'année, puisque nous avons toute l'année des classes de littérature francophone. Donc pour nous, c'est un double plaisir et un double honneur de recevoir Élodie aujourd'hui. Élodie, donc, n'est pas qu'enseignante ancienne enseignante de l'Alliance française, elle a un bagage éducatif et professionnel particulièrement diversifié et riche. Elle a étudié au Cameroun, aux États-Unis et au Canada. Elle est diplômée en sciences politiques, en études bilingues français et anglais, en littérature française et en éducation. Elle est enseignante et traductrice agréée. Elle est intéressée à la littérature, aux langues, la musique, l'actualité, et tout cela, vous le verrez, se reflète clairement dans son œuvre. Elle est sensible aux détails, mais surtout elle a un œil empathique sur le monde entier et sur le monde qui l'entoure. Son premier roman, donc, que je vous montre ici, c'est Ainsi vivent les baobabs, qui a été publié cette année aux éditions L'Harmattan. Je vais passer en mode speaker pour que vous puissiez voir, surtout Élodie quand elle parlera, moi simplement quand je poserai les questions. Et j'espère donc que vous n'oublierez pas de mettre ces questions que vous avez, vous, dans le chat. Attendez, je laisse admettre 3 personnes de plus qui sont en train d'arriver. Donc voilà. Et je vais poser ma première question à Élodie. Élodie, quand avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre? Avant de prendre la parole, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en ligne, toute ma direction d'école qui est en ligne et toutes les personnes qui sont venues m'écouter. Je vous remercie d'être là pour cette conversation. Je tiens également à remercier Sarah, qui est mon ancienne directrice du temps où je travaillais à l'Alliance française et avec laquelle j'avais de très bons rapports. On les a gardés jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vraiment la remercier. Je remercie tous les enseignants, toutes les autres personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, Sarah, j'ai commencé à écrire très tôt. À l'école primaire, déjà, je m'essayais à l'écriture. J'ai toujours aimé la lecture et l'écriture aussi loin que remontent mes souvenirs.
J'aimais lire et écrire des poèmes quand j'étais toute petite. J'ai grandi dans une maison ou dans un environnement familial dans lequel l'écriture occupait une place très, très importante, c'est-à-dire que nous avions, contrairement à beaucoup de personnes au Cameroun, une grande bibliothèque vraiment immense avec une table longue de plusieurs mètres sur laquelle nous pouvions nous installer pour écrire. C'était un souhait de ma mère que nous écrivions. Donc, l'écriture a toujours été, aussi loin que le monde, mes souvenirs, quelque chose d'important pour moi. Et je pense que c'était quand j'étais élève en classe de troisième au Cameroun, c'est l'équivalent de la deuxième secondaire dans le système américain, que j'ai écrit et terminé mon premier roman. Il n'avait pas de titre, mais c'était un roman qui se voulait, il se réclamait ouvertement féministe. Et à l'époque, nous avions très peu d'ordinateurs au Cameroun et aussi un accès limité à la technologie, ce qui fait que j'avais utilisé comme support pour mon roman des feuilles de papier que j'avais numérotées. Et j'ai donc remis mon roman à l'une de mes enseignantes, à laquelle j'ai d'ailleurs dédicacé mon roman, Ainsi vivent les baobabs. Je voulais qu'elle me fasse une rétroaction objective concernant mon roman. Il faudrait souligner qu'elle était enseignante, mais elle avait un peu un statut d'académicienne au Cameroun. Elle était en charge des programmes d'études, des curriculums, des concours littéraires et autres. Et puis, elle était écrivaine aussi. Donc, je lui ai remis mon roman, mais avant qu'elle ne puisse me faire sa rétroaction objective, elle l'a perdu. Elle a Mhm. cherché partout et elle ne l'a jamais retrouvé. Et il semblerait que son employé de maison, qui a vu un tas de feuilles qui étaient sur sa table de chevet, a pensé que c'était des feuilles qui traînaient et les a mises à la poubelle, tout simplement. Donc, elle ne l'a jamais retrouvé. Et puis, ça a été pour moi très difficile. C'était un épisode assez marquant de ma vie. Tous mes proches le savent d'ailleurs parce que c'était comme si tout tombait à l'eau, tout un projet tombait à l'eau. J'ai donc abandonné l'écriture pendant de longues années, mais il faut dire qu'avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas la technicité et je n'avais pas aussi, comment j'appellerais ça, la maturité qui sous-tendent une démarche d'écriture, c'est-à-dire les connaissances linguistiques, la sensibilité, le vécu, les expériences. C'est une écriture un peu naïve, si je peux le dire ainsi. Donc, j'abandonne donc l'écriture pendant de longues années et en 2004, j'arrive à l'université au Cameroun, l'université de Bouéa et je connais ce que j'appellerais les feux de l'amour. C'est mon premier amour à moi, mais également toutes les intrigues amoureuses et tout ce qui se déroule souvent dans le milieu estudiantin. Et c'est comme ça que j'écris pour la première fois mon poème qui est dans le roman qui s'intitule L'ombre et la lumière. C'est dans ce contexte-là qu'il naît, donc dans le milieu estudiantin. Je l'écris et ensuite je quitte le Cameroun pour aller étudier aux États-Unis à l'Université de Virginie. Et quand je pars, je suis très nostalgique. Je suis habitée d'une nostalgie vraiment forte et je commence à regrouper tous les souvenirs que j'avais les souvenirs du passé, on va dire, toutes les expériences, mon vécu, le vécu de toutes les personnes autour de moi. Je le couche sur papier, en fait, j'écris pour ne pas oublier. Et je tiens à dire pour tous ceux qui sont là qu'une partie de mon roman a été écrite à l'Alliance française du temps où j'étais enseignante. Je restais de longues heures après le travail dans la salle C qui est en bas dans le sous-sol, c'est la salle des enseignants. Et j'écrivais et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est tard. Et je disais, j'écris, tout simplement. Et c'est la salle qui donne sur la cour arrière de l'Alliance française. Donc, j'écrivais et j'avais le sentiment que tous ces écrits n'avaient pas de fil conducteur, peut-être juste à part le fait qu'ils s'inspiraient de mon vécu et du vécu des personnes qui m'entouraient. Je ne trouvais pas vraiment de fil conducteur à tout ce que j'écrivais, mais un jour, du temps où j'étais aux États-Unis, en Virginie, entre la Virginie et Washington, j'ai regardé tous ces fragments et je me suis rendu compte qu'ils avaient autre chose en commun et c'était quelque chose de moins évident au départ. Et ce qu'ils avaient en commun, en fait, c'est que c'était le lieu, en fait, où tous ces souvenirs, où tous ces événements s'étaient déroulés, c'est-à-dire la ville de Douala. C'était vraiment ce qu'ils avaient en commun. Et j'avais un enseignant, du temps où j'étais étudiante à l'Université de Virginie à Charlottesville, qui m'aimait beaucoup.
Monsieur John Lyons, auquel j'ai également dédicacé mon roman. J'étais très aimée de mes profs de littérature à l'époque. Il me posait tout le temps la question de savoir à quand mon premier roman parce qu'il trouvait mes écrits très émouvants. Et il me posait également beaucoup de questions sur le Cameroun. Il voulait savoir comment ça se passe au Cameroun, le système éducatif. Je crois, avec le recul, que la question qu'il n'osait pas me poser, en fait, mais qui lui trottait dans la tête, c'était, il se disait, mais comment ça se fait que j'ai une certaine connaissance de la langue française, la phonétique, le vocabulaire, la grammaire, la rhétorique et autres, alors que je ne suis pas française. Je crois qu'il n'osait pas me poser la question. Il s'intéressait beaucoup plus au Cameroun. Du coup, j'ai décidé d'écrire pour Monsieur Lyons et pour toutes les personnes qui connaissent très peu le Cameroun. Je me suis dit, je vais leur présenter mon pays et ma ville natale sous toutes les facettes de la façon la plus objective qui soit. C'est comme ça que j'ai commencé à réunir, à regrouper ces fragments. J'ai essayé de leur trouver un fil conducteur pour créer un roman et ça aboutit à l'écriture de mon roman Ainsi vivent les baobabs. Je tiens à préciser que j'ai terminé l'écriture du roman durant une période très difficile dans ma vie, une période où j'ai vécu beaucoup de drames et de situations vraiment marquantes sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan santé. J'ai traversé vraiment une période trouble et je me suis dit, je vais écrire, je vais terminer ce roman. Pour moi, ce sera une sorte de défouloir émotionnel, une sorte d'exutoire. Ce sera en fait comme une thérapie pour moi d'écrire. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Élodie. L'Alliance, la saleté aura maintenant une toute autre allure maintenant que je sais que vous avez écrit une partie de votre roman dans la saleté, dans la salle des professeurs. Mais vous parlez de la langue, là, et vous avez mentionné donc le professeur Lyons, mais dès le début de votre livre, en fait, vous faites comprendre au lecteur que la langue, justement, est un des personnages de votre livre, que ce soit le français, héritage de la colonisation, les diverses langues du Cameroun que vous insérez dans votre texte, et d'ailleurs avec une richesse et une diversité linguistique tout au long des lignes qui marquent le long des lignes ethniques ou tribales, ou bien encore ce que j'ai découvert grâce à vous, ce que vous avez appelé le cam-franglais, qui est une langue originale créée par les apports des autres langues. Je me suis quand même demandé où était passé l'allemand, puisque dans ma vague réminiscence de l'histoire de la colonisation, j'avais appris très jeune que le Cameroun avait été colonisé par les Français, mais aussi par les Allemands avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cam franglais? Alors oui, avant, c'est une très bonne question et je vais revenir à la problématique de l'allemand un peu plus tard avec des données concrètes. La langue est effectivement une entité omniprésente dans l'ensemble de mon roman et je dirais que c'est presque inévitable si l'on jette un regard sur l'histoire et sur la sociolinguistique du Cameroun. Alors, je le rappelle dans l'avant-propos de mon roman, le Cameroun a la plus grande diversité ethnique et la plus grande diversité également linguistique de tout le continent africain. Nous avons deux langues officielles héritées de la colonisation, le français et l'anglais. Donc, nous sommes un pays membre de la francophonie, mais aussi du Commonwealth. Il faut savoir qu'au Cameroun, 20% de la population parle uniquement anglais et 80% parlent français. Donc, nous avons tout cet héritage. Nous avons aussi 240 ethnies avec 200 langues locales recensées. C'est vraiment une belle richesse que le Cameroun a. Et donc, nous avons également des langues d'appoint. La langue d'appoint qui est un parler courant dans la zone anglophone, c'est le Pidgin English, qui est parlé par toutes les couches de la société et qui leur permet de communiquer sans ambiguïté, qu'on soit une commerçante qui va en bordure de route, qui n'a pas fait l'école, ou alors un étudiant d'université, ou encore un haut cadre de société. Tout le monde parle le Pidgin English. C'est la langue fédératrice qui permet à tout le monde de se comprendre. Quand on va du côté du Cameroun francophone, de la zone francophone, nous avons le cam-franglais, en fait, qui est un créole, une sorte de créole ou d'argot à base de français, d'anglais, de création lexicale variée, des langues locales et de pidgin English aussi. Donc, ça, c'est dans la zone francophone. Et le cam-franglais, il est né dans les milieux estudiantins vers les années 1970. Les étudiants avaient beaucoup d'imagination, faisaient beaucoup de création lexicale et ils venaient de tous les milieux. Du coup, chacun essayait d'injecter un peu dans le français des mots de sa langue maternelle. C'est comme ça que le cam-franglais s'est développé. Il
il s'est développé à telle enseigne qu'aujourd'hui, il est parlé sur toute l'étendue du territoire camerounais. Et même ceux qui ne le parlent pas le comprennent. Ils comprennent le camfranglais. Donc, c'est à peu près ça. En dehors de ça, je vais revenir avec des données concrètes sur l'allemand, sur la problématique de l'allemand, en précisant que le Cameroun a effectivement été un protectorat allemand à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il n'était pas une colonie, comme beaucoup le croient. On utilise ce mot par abus, mais il était un protectorat, en fait. Donc, l'allemand était parlé uniquement dans le cadre scolaire, c'est-à-dire qu'au secondaire, on apprenait l'allemand comme une langue étrangère, une langue seconde. Et aujourd'hui encore, si on est en filière littéraire, on apprend l'allemand 5 ans. Et si on est pour toutes les autres filières, on l'apprend 2 ans environ. Donc, on peut l'étudier aussi dans les universités au Cameroun et on remarque que l'allemand a laissé vraiment son empreinte dans le système éducatif ou dans tout ce qui touche au système scolaire. On peut se poser la question de savoir pourquoi et la raison est très simple. D'après mes recherches et d'après les recherches de personnes, de certains experts, il semblerait que l'Allemagne, en fait, ait une politique linguistique très souple et on va même dire qu'elle était mal menée, d'après certains experts au Cameroun. Donc, il y avait un certain respect des langues locales. Il y avait un enseignement fait dans les langues locales et un enseignement fait en allemand. Les deux étaient admis et les langues locales gardaient leur statut de langue, en fait. Donc, elles n'avaient pas un statut de patois, c'est-à-dire sous la colonisation française et anglaise, par exemple, elles ont eu un statut de patois. Mais les Allemands, je pense que c'est la mission évangélique allemande de Bâle, il y avait des écoles où on enseignait en langue douala, par exemple, et des écoles où on enseignait en langue en allemand. Donc, les missionnaires bâlois également, d'après mes recherches, offraient des cours de religion en langue vernaculaire. Il y avait cette tolérance des langues vernaculaires. Par contre, quand les colons français et anglais sont arrivés, ils ont eu une politique linguistique un peu plus marquée, c'est-à-dire que les langues locales ont été un peu relayées au second plan et l'anglais et le français ont pris le dessus sur les langues locales. J'aimerais souligner aussi, et ça, je l'ai découvert aussi en faisant mes petites recherches sur le sujet, que l'anglais a précédé l'allemand au Cameroun, même si les Allemands étaient les premiers colons. Bon, c'est-à-dire que quand les Allemands s'installent vers 1860 au Cameroun, les Anglais sont là depuis 1840, mais pas pour des raisons missionnaires, pour des raisons commerciales. Donc, le long des côtes du Cameroun, ils font des échanges, ils ont des négociations avec les Douala. Et pour faire ces négociations, parce qu'il est difficile pour eux de communiquer, ils ne comprennent pas la langue, ils parlent anglais et les Douala qui veulent apprendre l'anglais développent le Pidgin English. C'est là que le Pidgin English, en fait, trouve ses racines, c'est là qu'il naît. Et donc, ça fait qu'il poursuit son expansion même quand les Allemands sont installés au Cameroun. Donc, c'est un peu pour ces raisons que l'allemand a été relayé au second plan. Certains complotistes disent aussi qu'ils parlent d'une dégermanisation qui a été menée par les deux puissances coloniales qui administraient le Cameroun sous mandat de la SDN, à savoir les Français et les Anglais. Ils disent il n'y a pas de preuves, mais ils pensent qu'ils ont voulu dégermaniser le Cameroun. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans la zone francophone, le système éducatif est calqué sur l'Académie de Bordeaux en France et dans la zone anglophone, il est calqué sur le modèle britannique. Donc, c'est ça. Oui, c'est intéressant. Oui, je serais assez d'accord quand vous parlez de dégermanisation, puisque les Français ont essayé de faire la même chose après la Première Guerre mondiale en Alsace-Lorraine, puisqu'ils ont récupéré l'Alsace-Lorraine en 1918. Ouais. Les Alsaciens ont demandé à garder le régime allemand de sécurité sociale, qui était plus en avance d'ailleurs, et d'autres choses parmi le régime allemand, qui était plus en avance à l'époque, en 1918, que la France. Et effectivement, vous avez parlé donc de création de mots juste maintenant, et je me suis beaucoup amusée à relever les néologismes et ce que j'appelle, moi, les mots valises qui parsèment votre livre. Pour moi, ce n'est pas une question de couleur locale, c'est une question d'enrichissement de la langue française, parce que certaines personnes qui voient ça avec un œil, je dirais, pessimiste,
utilise le mot créolisation dans un mot péjoratif, alors que moi, je pense que la créolisation de la langue, c'est ce qui fait son enrichissement, parce que la langue française, finalement, qu'elle serait à l'heure actuelle si c'était simplement l'Hexagone, hein? Parce qu'il y a en Hexagone, il y a 66 millions de Français, c'est tout, mais tout le reste, les 250 millions de francophones, si vous enlevez les 66 millions, finalement, il y a plus de gens qui parlent de français hors de France qu'en France, et c'est grâce à eux que la langue française existe toujours. Et donc, il y a de très jolis mots valises. Je vais en donner quelques-uns, pas tous, hein, mais bon, j'ai bien aimé ivre joyeux, parce que bon, on parle de l'alcool triste en France, donc ivre joyeux, ça faisait une différence. Ciel matrice, grossesse passeport, célibatante, blanc trophée, passion café au lait, une chercheuse d'or blanc, il fait blanc vivre, doyenne éléphant, taxi fou. Donc, comment ces mots se créent-ils au Cameroun? Comment le processus d'enrichissement de la langue, comment se fait-il? Alors, avant d'expliquer ce processus d'enrichissement de la langue, je vais commencer par apporter un éclaircissement à certains des néologismes que vous avez cités. J'en ai noté quelques-uns. Donc, on a la grossesse passeport. La grossesse passeport, c'est une grossesse qui permet à l'heureuse élue de voyager. En d'autres termes, il y a cette idée très répandue au Cameroun selon laquelle certaines jeunes femmes de conditions souvent modestes se mettraient en relation avec des étrangers venus d'Amérique ou d'Europe ou d'autres parties du monde et tomberaient volontairement enceintes en espérant se faire épouser et voyager hors du pays. Donc, le terme célibatante également, que vous avez mentionné, qu'on retrouve aujourd'hui, soit dit en passant, Sarah, dans certains dictionnaires de la langue française. Donc, à force, avec l'usage, c'est un mot qui est rentré dans la langue française. Donc, là, il s'agit d'une femme célibataire qui s'assume, qui est indépendante, qui n'a pas besoin d'un homme. Donc, célibataire et battante, c'est ça, ça donne célibatante. Nous avons aussi, vous avez mentionné le blanc trophée. Le terme blanc trophée, c'est comme son nom l'indique, c'est en général, la plupart du temps, un homme de race blanche ou un homme assez aisé que certaines pourraient brandir comme un trophée ou comme un symbole d'ascension sociale. Donc, cette perception souvent erronée est solidement ancrée dans l'imaginaire d'un certain nombre de personnes depuis l'époque coloniale. On a également le terme passion café qui désigne tout simplement un amour métissé, une relation interraciale qui s'avère parfois intense comme du café, mais de courte durée ou éphémère. Le terme chercheuse d'or blanc nous renvoie aux idées du blanc trophée ou de la grossesse passeport. On reste dans cet ordre d'idées qu'une femme qui désire, qui a une relation avec un étranger qui est assez nanti, va avoir une certaine ascension sociale et elle se met avec lui pour des raisons souvent économiques. Donc, il y a également l'expression « il fait blanc vivre » qui est ma propre création, qui est tirée c'est un néologisme à la fois un calembour. Donc, elle s'inspire de l'expression « il fait bon vivre » qui désigne le fait d'être dans un endroit où les conditions de vie sont agréables. Donc, par extension, j'ai joué un peu avec la structure sémantique de cette expression pour lui donner le sens que je voulais qu'elle ait dans le contexte du chapitre qui parle des relations interraciales. Donc, il fait blanc vivre, c'est en fait un pays où il y a un fort pourcentage ou un fort pourcentage de la population est de race blanche et le pays, les conditions de vie du pays sont un peu plus propices, si je peux le dire ainsi, pour la population dominante, ou du moins les opportunités sont plus nombreuses pour la population dominante. Donc, comment se créent ces néologismes au Cameroun? Ils se créent par ce que j'appellerais une association linguistique et culturelle. C'est-à-dire que nous avons une imagination très débordante au Cameroun et nous nous rendons compte que parfois les ouvrages de la langue française ne reflètent pas très souvent certaines réalités qui sont propres au Cameroun. Donc, par exemple, je pensais, quand vous étiez en train de poser la question, il y a une expression qui m'est venue en tête, c'est l'expression « attacher son visage ». Au Cameroun, c'est une expression courante. Quand une personne est fâchée et que cela se reflète sur son visage, on va dire qu'elle a attaché son visage. C'est une image qui nous vient à l'esprit parce que nous avons des dialectes très imagés en général. Donc, pour que le camfranglais naisse et tous ces néologismes, en fait, ils viennent en fait de notre réalité, si je peux le dire ainsi, de la réalité camerounaise et nous essayons de faire plier un petit peu la langue française pour qu'elle puisse adapter certaines réalités qui sont les nôtres et que nous ne retrouvons pas forcément dans les dictionnaires de la langue française.
Mmh. En tout cas, c'est fascinant de les lire, et de lire tous ces néologismes. La semaine prochaine, nous recevrons justement 2 auteurs femmes aussi de la Caraïbe, dont je parlerai tout à l'heure, en fin de programme avec vous. Et elles aussi, dans leurs livres, ont justement ces néologismes. Donc moi j'adore ça, je me régale parce que c'est un renouvellement de la langue, c'est fabuleux et puis c'est un enrichissement extraordinaire. Mais il n'y a pas que des néologismes dans votre texte, il y a aussi beaucoup de poésie dans les images. Et tout au début de votre livre, dans la première partie, cette phrase que moi j'ai trouvée d'une beauté à couper le souffle et qui aurait certainement plu à Charles Baudelaire, l'air pollué à l'odeur familière de l'habitude. Mais vous ne pouvez pas savoir combien de... Je l'ai lu à haute voix plusieurs fois, tellement ah oui, c'était d'une beauté parce que c'était Baudelaire, c'était la poésie, c'était vous qui écriviez, c'était extraordinaire. Et puis un peu plus loin, vous avez écrit: «Les lendemains ont les contours sinueux de l'incertitude». Alors là, il y avait même des allitérations, sinueux, incertitude, il y avait toutes ces allitérations. Et puis la nouvelle que vous avez écrite, Cri des lionnes, s'achève par un poème, L'étrangère, qui, par un hommage que sa forme rend poétique. Alors, avez-vous écrit les poèmes que vous avez inclus dans votre livre avant le livre, ou est-ce qu'ils sont venus après l'écriture en prose? Alors, je ne peux pas commencer à parler de poésie sans souligner Baudelaire et je souris parce que c'est un écrivain que j'aime particulièrement, qui me fascine. Il me fascine pour sa personnalité un peu marginale, son style moderne, sa poésie réaliste, même s'il s'identifie lui-même comme un romantique ou un symboliste. Je tiens à souligner que son œuvre reste quand même l'un des classiques de la littérature française et de la poésie moderne. Pour revenir à mon roman, je l'ai dit au départ, j'ai commencé à écrire des poèmes très tôt. Je ne sais pas si c'est la prose narrative qui a précédé la poésie ou si c'est la poésie qui a précédé la prose narrative, mais je dirais plutôt que les deux s'entremêlent dans mon roman. C'est sûr qu'il y a des poèmes qui ont été écrits avant, comme L'ombre et la lumière, mais quand j'écrivais L'ombre et la lumière, je savais déjà que ce poème s'inscrirait dans le contexte plus large d'une prose ou d'un texte en prose. Donc, ce qui veut dire que j'ai tout simplement écrit, je me suis laissée aller, j'ai pris ma plume, j'ai écrit ma prose narrative et à certains moments, c'est un peu comme s'il s'imposait à moi, mon esprit, que certains textes devaient se terminer par des poèmes. Si je reviens sur, je crois que vous avez mentionné Le Cri de Lyon, Mmh. qui est ma nouvelle préférée Ah, elle est dans magnifique. mon roman. Donc, j'ai lu et relu Cri de Lyon plusieurs fois et l'une des choses qui m'a frappée comme un artiste qui découvre son œuvre pour la première fois et qui s'en étonne lui-même, c'était que le roman est vraiment, que la nouvelle est vraiment parsemée de contraires, d'oppositions, d'une lutte assez manichéiste entre le bien et le mal. Il y a beaucoup d'oppositions. On a, par exemple, on a des histoires d'amour assez déchirantes. On a celle de Mayako et des Bongais. On a celle de Toumani, le migrant clandestin qui s'en va vers l'Europe en passant par la Libye, et de son épouse, qui est une histoire assez tragique. On a également celle de Kiki et de JC, qui est une histoire assez croustillante. Donc, on a toutes ces histoires. Et puis, je me suis dit, après avoir écrit ces histoires, j'ai voulu mettre mon poème L'ombre et la lumière parce que le titre est déjà assez évocateur de ces contraires, ces oppositions, mais également le thème de mon poème et le thème de la nouvelle, les thèmes, je dirais ça comme ça, sont similaires. Si on regarde L'ombre et la lumière et si on essaie de le comparer, par exemple, à la nouvelle, on va se rendre compte que les thèmes dominants sont, par exemple, la déception amoureuse, on a la désillusion, on a l'innocence perdue, celle de Kiki, on a la lutte entre le bien et le mal. Donc, la plupart, je dirais que les deux, la poésie, c'est vraiment, elle fait partie intégrante de mon roman. Je ne dirais pas que je suis une poète, mais j'aime beaucoup la poésie. Et je dirais aussi que la plupart des poèmes en dehors de L'ombre et la lumière ont été écrits après la prose narrative. Quand j'ai terminé le chapitre, je me suis dit, là, il faut que je termine par un poème. Mmh. Voilà. En tout cas, vous avez une écriture d'une beauté poétique, vraiment, je vous tire mon chapeau. Merci. Et alors, je me suis demandé, dans la même veine sur la poésie, avez-vous voulu rendre un hommage au grand poète Aimé Césaire quand vous avez donné le titre suivant, Carnet d'un retour à la ville natale, à votre nouvelle, puisque Césaire, lui, l'a écrit Cahier d'un retour au pays natal. Et en plus, cette nouvelle qui est sous forme de journal, donc justement, elle diffère des autres récits parce que il y a une personnalisation, il y a l'utilisation du jeu qui est différente
dans les autres endroits où le jeu est utilisé. Est-ce qu'elle est autobiographique? Elle est inspirée par votre propre vie? Alors, je commencerai par dire que j'ai choisi ce titre à dessein, Carnet d'un retour à la ville natale, en hommage au célèbre cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Chez Aimé Césaire, il s'agit du pays natal. Chez moi, il s'agit de la ville natale. Mais dans les deux cas, le retour en terre natale s'accompagne d'une prise de conscience de certaines réalités. Chez Césaire, c'est la prise de conscience de la condition des Noirs en Martinique. Chez Lydie, qui est le personnage principal de ma nouvelle Carnet d'un retour à la ville natale, c'est, je dirais, la prise de conscience de la complexité qui est liée à son statut de Camerounaise, de la diaspora ou d'immigrée maintenant. Donc, elle vit ce que j'appellerais une sorte de crise identitaire. C'est sans doute l'un des chapitres les plus autobiographiques de mon roman. Les personnages, les lieux, tout ce qu'on retrouve dans ce chapitre existe pour la plupart. Lydie, il faudrait dire que ma mère s'appelle Lydienne, donc elle s'inspire un peu du personnage de ma mère et de toutes les femmes auprès desquelles j'ai grandi. Je n'aimerais pas en dire beaucoup plus pour ne pas me dévoiler, mais c'est effectivement l'un des chapitres, il y en a deux assez autobiographiques dans mon roman. Et pour la petite anecdote, j'ai un oncle qui a lu le roman. Il a terminé récemment et il m'a envoyé un texto, il m'a écrit, il m'a dit, Élodie, je suis sûre que le personnage de Passe ou Melon, c'est moi. Est-ce que ce ne serait pas moi ce personnage? Et effectivement, le personnage pense comme lui, parle comme lui, agit comme lui. Je n'ai pas nommé le personnage comme lui et malgré les différences dans l'enveloppe en ce qui concerne le nom et l'âge, il a été capable de déterminer en lisant ce personnage, en voyant son évolution qu'il s'agissait de lui. Donc oui. Oui, alors ça, c'est un risque, mais on pourrait y revenir et cela ferait l'objet d'une autre conversation, parce que vous savez qu'en France, il y a le phénomène de l'autofiction, qui n'est pas simplement être inspiré des gens que l'on connaît, mais c'est écrire toute sa vie et tout révéler, etc. Et notamment, il y en a une qui s'appelle Christine Angot, et puis il y a le prix Nobel Annie Ernaux. Oui. Et bon, Annie Ernaux n'a pas été, comment dirais-je, on lui a pas fait de procès, mais Christine Angot, on lui a fait procès. Et puis parmi les hommes, il y a Emmanuel Carrère. Enfin, j'aurais bien voulu que vous lisiez de la page 76 à la page 78 pour nous parler un petit peu de l'expatriation et de la manière dont la personne expatriée peut se sentir un peu faussaire, imposteur, traître, même si ce sont les conditions de vie qui le poussent à quitter. Voilà, on vous écoute. Et puis, n'oubliez pas, tout le monde, de mettre vos questions dans le chat et pour qu'on puisse les lire en fin de conversation. D'accord. Alors, à la page 76, milieu de la page, vers la fin de la page plutôt, la voix de l'hôtesse de l'air m'a tiré de mes rêveries. C'était une jeune africaine à la peau très claire, dont les longues tresses ramassées en chignon soulignaient le front large. Son menton carré aux contours anguleux semblait tirer vers le bas les petites fossettes qui encadraient son sourire chaleureux. Je lui ai rendu son sourire, mais le mien était moins chaleureux. Peut-être parce qu'une pensée avait traversé mon esprit, le genre de pensée indocile qui court plus vite que le bon sens et qu'on aimerait quelquefois rattraper si on le pouvait. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis une bonne quinzaine d'années et maintenant que j'y étais, je voulais du local, je cherchais du nature. J'étais venue me ressourcer et trouver mes repères. Il était évident que l'hôtesse était originaire d'ici. Du moins, j'en avais la certitude, cette inexplicable certitude du compatriote qui reconnaît son semblable par une association instinctive de symboles familiers, mais quelque chose en elle m'exaspérait. Ce petit accent d'ailleurs qui sonnait faux et cette allure occidentalisée qui émanait d'elle presque comme un parfum naturel. Pas besoin de whiteiser entre nous, j'ai eu envie de lui dire, mais un merci a lâchement glissé de mes lèvres. Je suis descendue de l'avion aux côtés de plusieurs autres passagers, des Camerounais pour la plupart. Une cohorte de mbenguistes impatients qui marchaient comme s'ils venaient de traverser le Jourdain et que la terre promise les attendait après un long périple. J'étais moi-même comme plusieurs d'entre eux. J'avais la tête remplie de visages familiers que j'avais hâte de revoir et je rentrais les valises pleines de la plus belle expression d'amour que je puisse leur manifester. Des vêtements neufs achetés à prix réduit pendant les soldes, des carrés de soie dégriffés, quelques parfums de marque, des déodorants format voyage, des produits de beauté, 5 paires de chaussures flambant neufs, un cellulaire bon marché,
2 montres en cuir, du fromage de qualité, des biscuits sablés et quelques boîtes de chocolat fin. En bref, l'équivalent d'1 mois de salaire débité de ma carte de crédit pour faire plaisir à ceux qui attendaient avec impatience mon retour de l'autre côté de la Méditerranée. C'est aussi ça, être une benguiste, une vraie benguiste et non une usurpatrice. Il ne suffit pas de vivre en Occident et de vendre le rêve à travers les réseaux sociaux, mais il faut également pouvoir satisfaire au minimum certaines attentes des gens du Mboa. En longeant le couloir de sortie, je n'ai pas pu m'empêcher de relever quelques différences avec les aéroports des grandes métropoles que j'avais visitées à l'autre bout du monde. Je cherchais des yeux comme on fouille un objet perdu dans les moindres recoins, les signes d'une technologie aéroportuaire, un trottoir roulant, un escalier mécanique, une voiture électrique ou toute autre chose qui puisse me rassurer. Me rassurer. J'ai eu honte de me sentir étrangère dans ce décor. Merci beaucoup, Élodie. Et donc, est-ce que la personne expatriée se sent parfois un faussaire, un imposteur, un traître? Alors, je ne dirais pas les choses ainsi. Je crois on n'est on n'est pas animé d'un sentiment d'imposture ou de trahison parce qu'on s'est expatrié pour améliorer ses conditions de vie. Je ne veux pas généraliser, mais je crois pour avoir discuté avec d'autres Camerounais et pour en avoir fait l'expérience moi-même, qu'on fait parfois face à ce que j'ai appelé tout à l'heure une crise identitaire. D'un côté, il y a notre loyauté, notre amour et notre dévotion un peu romantisée envers notre terre natale. Et puis de l'autre côté, il y a ce nouvel attachement à notre terre d'accueil et la réalité de toutes les opportunités qu'elle nous offre concrètement. Je crois que certains ne savouent pas les choses et ils ne savouent pas peut-être les choses parce qu'ils refusent de voir la réalité, mais il faut avouer que parfois les choses vont mal de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que les choses sont parfaites dans la terre d'accueil. Donc, une fois expatriés, les gens sont un peu déconnectés parfois de la réalité de cette terre natale parce que les choses ont évolué et les mentalités ont changé pendant leur absence. Mais certains s'accrochent souvent un peu désespérément à une réalité qui est dépassée et ils sont nostalgiques, ils retournent au bercail en pensant trouver les choses exactement comme ils les avaient laissées. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont été au contact d'une autre réalité et qu'un changement s'est opéré en eux aussi. Donc, une partie de s'est tissée, si je peux le dire ainsi, dans leur terre d'accueil. De la même façon que beaucoup de choses ont évolué, se sont désintégrées dans la terre natale, les décors ont changé. C'est pour ça que Lydie se sent étrangère dans ce décor. Ce n'est pas le décor qu'elle a laissé. Euh, Elle cherche du local, elle veut du nature, mais elle retrouve dans son pays natal une forte occidentalisation qui est tout à fait normale, en mon sens, dans la mesure où il y a la mondialisation. Et elle retrouve aussi un état de décrépitude qui me semble aussi tout à fait normal vu que le temps a passé et les choses se sont désintégrées et il y a une certaine précarité économique aussi dans le pays, dans son pays natal. Donc, elle a honte de se sentir étrangère dans ce décor, je le pense peut-être parce qu'elle n'a pas encore intégré le fait qu'elle n'est plus la même personne au contact de toutes les réalités en fait qu'elle a vécues et que beaucoup de choses se sont passées dans son pays natal en son absence. Une réalité qu'on observe de loin est toujours différente d'une réalité qu'on vit soi-même sur place. Et je pense que je suis l'exemple typique de cette prise de conscience et également de cette lutte identitaire, si je peux l'appeler comme ça. Je suis camerounaise d'origine, mais je suis américaine parce que j'ai vécu aux États-Unis. Je suis arrivée quand j'étais très jeune. Une partie de ma famille vivait aux États-Unis. Sur papier, je suis américaine parce que le Cameroun n'admet pas la double nationalité. Et je suis résidente canadienne aujourd'hui. Je vis à Montréal, je suis au Québec. Et beaucoup de gens qui ont tendance à m'associer uniquement à mon pays d'origine oublient que je traîne avec moi tous ces bagages, tout ce bagage culturel. Donc, il y a un peu de moi, il y a beaucoup de moi au Cameroun, mais il y a un peu de moi aux États-Unis. Je reviens à la question que vous m'avez posée au départ. Vous m'avez demandé est-ce que les États-Unis ne me manquent pas beaucoup? Très souvent, il m'arrive de penser à retourner aux États-Unis aussi pour me ressourcer parce que c'est une part de ma vie, mes années d'étudiante, ma famille, une partie de ma famille, quand même, quelques personnes sont encore aux États-Unis. Donc, il y a tout ce bagage, toute cette, je dirais que c'est, je n'appellerais pas ça une dichotomie, mais c'est tout ce qu'on transporte et qui fait de nous une nouvelle personne
personnes. Il ne faut pas rester à la réalité ou au passé. Il ne faut pas se sentir traître forcément. Je le dirais qu'en fait, on est tous des héritiers du métissage culturel et des enfants de la mondialisation sans qu'il n'y ait trahison. C'est comme Mmh. ça que je conclurai. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais une amie américaine qui parlait de global nomads, de third generation nomads, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que même si on s'expatrie pour des raisons qui ne sont pas celles que vous avez décrites dans une de vos nouvelles et qui est absolument déchirante, euh, euh, on est forcément en retrait et on est différent. Et quand on revient, moi par exemple, quand je reviens en France, j'ai l'impression effectivement voilà, comment dire, les gens n'ont pas attendu, ils ne m'ont pas attendu, ils ont eu, bien sûr qu'ils ont continué à vivre, n'est-ce pas? Et donc ça a changé. Et c'est vrai que parfois on a du mal à vivre. Ça, et je dis, vous avez utilisé le mot dichotomie, et moi parfois je me dis, mais suis-je schizophrène? C'est ça, c'est ça. Alors, on va passer une petite question un petit peu, pas, je dirais politique, mais qui, quand même, c'est pas parce que il faut quand même parler de la colonisation un petit peu. Et pensez-vous que les anciens empires coloniaux, ici dans donc la France, dans le cas du Cameroun, est-ce que vous pensez qu'ils entretiennent le statu quo économique, socio-économique dominé en Afrique à l'heure actuelle, et sont donc responsables des horreurs de l'immigration clandestine? Parce que dans la nouvelle Cri des Lyonnes, c'est très poignant. Y a-t-il cependant, dans cette nouvelle, je me suis posé la question, y a-t-il une leçon de morale un peu manichéenne? Est-ce qu'il vaut mieux être pauvre et heureux que riche et malheureux? Parce que c'est ce que se pose l'héroïne de la nouvelle comme question. Euh, En mon sens, je pense qu'il n'y a pas réellement de leçon de morale manichéenne à proprement parler dans la nouvelle, c'est-à-dire de leçons manichéennes en ce qui concerne la richesse et la pauvreté. J'ai juste choisi de dépeindre telle qu'elle une certaine classe de la société qui est dominée par la classe dirigeante et leur réalité est très souvent ignorée. J'ai choisi de me positionner de ce côté-là de la société. Je l'exprime clairement dans le chapitre qui s'intitule La Grande Quête. Dans plusieurs pays d'Afrique, on est passé de la colonisation à la néocolonisation, qui est une forme de colonisation plus courtoise, mais qui reste quand même une forme de colonisation. Oui, les structures auto-légitimées de la néocolonisation favorisent le statu quo dans un certain sens, parce qu'on a par exemple le franc CFA qui est arrimé sur le plan monétaire à l'euro. On a également les accords de coopération qui sont dits bilatéraux, mais qui sont en fait unilatéraux entre les anciens colons et le Cameroun. Et ces accords prévoient des traitements avantageux pour les expatriés étrangers. On a également des entreprises publiques en fait qui sont privatisées au profit des investisseurs étrangers. Il y a beaucoup de cas, j'en passe, il y a tellement de choses que je pourrais citer. Tout cela contribue dans un certain sens à renforcer une dépendance économique qui conduit inévitablement au statu quo ou à la précarité. Et c'est cette précarité qui pousse plusieurs à vouloir immigrer, souvent de façon clandestine, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'immigrer normalement, peut-être pour des études et autres. Et dans le chapitre Cri de Lyon, les migrants clandestins en partance pour l'Europe, en passant par la Libye, sont tous à la recherche de meilleures conditions de vie ou d'un avenir meilleur. Mais de là à penser que les empires coloniaux sont responsables de l'immigration clandestine, je n'irai pas personnellement jusque-là. Je crois qu'il y a une part de responsabilité qui revient au gouvernement, dans la mesure où si on regarde, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu dans ce phénomène. On a des facteurs socio-économiques et culturels. On a des personnes qui empruntent cette voie parce qu'ils sont marginalisés chez eux, par exemple, pour des raisons ethniques. Je ne veux pas revenir sur le cas du Rwanda. Ce serait une page, vraiment ouvrir tout un chapitre avec les Tutsis et les Hutus, mais parfois, il y a aussi des choses qui se passent localement qui poussent les personnes à immigrer. Donc, je crois qu'une part de responsabilité revient également au gouvernement de chaque pays concerné pour l'immigration clandestine. Je pense que c'est un tout et que la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Merci Elodie. Je vais regrouper deux petites questions qui ont rapport un peu avec la situation des femmes. D'abord, une question plutôt statistique. Quelle est la part de la polygamie au Cameroun en 2023? Maintenant, je pense à la nouvelle l'étrangère. Et puis, comment vous positionnez-vous
en tant que Camerounaise et expatriée vis-à-vis des droits de la femme en Afrique et en particulier au Cameroun. Je pense à la première partie de des chapitres intitulés Symbolique, page 38 à 41, et Décorum, en quête d'elle. L'image de la femme occidentale est-elle une inspiration post-colonialiste au Cameroun avec le blanchissement de la peau, le style, et que pensez-vous de tout cela? Alors, je vais d'abord commencer en disant que le droit matrimonial au Cameroun admet la coexistence de la monogamie et de la polygamie, c'est-à-dire que la polygamie est légale et elle est encore pratiquée au Cameroun. Par polygamie, j'entends qu'un homme peut épouser deux ou plusieurs femmes. C'est une pratique qui tire son fondement de l'héritage culturel et elle vient avec son lot de difficultés, parfois la sorcellerie, des conflits familiaux, des conflits entre les épouses, des problèmes de succession. Elle vient avec vraiment son lot de difficultés. Et les raisons avancées par les défenseurs de cette pratique pour la justifier sont d'abord d'ordre traditionnel ou culturel, donc pour accroître sa lignée, pour préserver l'héritage culturel, pour renforcer la structure patriarcale que le modernisme a fait un tout petit peu chanceler. Ils énoncent aussi des raisons sociales, démographiques et économiques, le fait que les femmes soient un peu plus nombreuses que les hommes et même si elles voudraient se marier, elles ne le pourraient pas parce qu'elles sont plus nombreuses. Donc, il faudrait donc, par extension, épouser plusieurs femmes. La main-d'œuvre dans les zones rurales aussi, au sein de la famille, quand on accouche plusieurs enfants, on se dit, bah, ça veut dire que j'aurais une main-d'œuvre assez importante parce qu'il y a des enfants pour m'aider. Donc, il y a tous ces détails-là qu'il faudrait prendre en compte. Moi, pour ma part, je vais simplement résumer mon point de vue en citant une auteure camerounaise qui est installée ici au Québec, Marie-Claire Bita, qui dit que la polygamie est un pied de nez à la Déclaration universelle des droits humains. Et moi, j'ajouterais personnellement qu'elle est même une entrave au bien-être de la famille et à l'épanouissement de la femme. Pour revenir à tout ce que vous avez dit sur le blanchiment de la peau et autres, j'aimerais dire qu'au lendemain de la colonisation, il va de soi, en toute honnêteté, que ce qui représentait l'ancien colon était un peu idéalisé parce que c'est ce qu'on connaissait. Donc, il y avait chez les Autochtones une forme d'aliénation qui tirait ses racines de l'endoctrinement et des violences parfois psychologiques, corporelles et autres, qui servaient à asseoir la domination des anciens colons. Donc, c'était un peu plus marqué chez les femmes parce qu'il y avait déjà les effets du système patriarcal. En plus de la colonisation, c'était un peu comme un effet double pour elles. Et il y avait donc tous ces lourds héritages qui ont conduit à des phénomènes qu'on a observés au Cameroun, qui ne sont pas seulement propres aux femmes, ils sont propres à tous, mais moi, je vais me concentrer sur les femmes. On a par exemple la whiteisation dont je parle dans mon roman, dans la nouvelle avec Lydie qui est étonnée de voir une compatriote whiteisée, donc c'est le fait de vouloir parler français comme un français ou en dénaturant son propre accent pour imiter un accent étranger. On a également la dépigmentation de la peau qui est appelée au Cameroun le décapage. Et on a des idées comme des symboles comme le blanc trophée et autres dont on s'est déjà parlé. Donc, il y a toute cette vague de pensée que l'on peut à juste titre qualifier d'héritage colonial mais je dirais que tout récemment, depuis les années 2000, on a assisté avec le recul à une certaine prise de conscience chez les femmes de leur potentiel, à l'émergence de la philosophie africaine, à des mouvements à caractère panafricaniste, la montée du féminisme aussi, et tout cela conduit à une nouvelle école de pensée qui n'a pas de nom, mais dont je fais partie. Je me positionne comme En fait, je fais partie de cette école-là. Donc, c'est une école, c'est un mouvement en fait qui se caractérise par une certaine affirmation identitaire chez les femmes, les célibatantes, certaines, elles font partie de ce mouvement. Là, il y a une volonté d'indépendance professionnelle, économique. Il y a aussi un retour aux sources, c'est très important de le mentionner, dans le style, avec des tendances fortement afro comme le nappy hair ou bien encore les coiffures afro, les tissus wax, les tissus afritude et autres. Donc, on dirait que la femme africaine et plus précisément la femme camerounaise veut s'assumer. Et en tant que Camerounaise expatriée, je dois dire qu'un bout de chemin a été fait dans ce sens en ce qui concerne les droits de la femme. On n'est certainement plus là où on était hier. Les femmes font les mêmes métiers, occupent les mêmes postes que les hommes, ministres, doyennes d'université au Cameroun et autres.
On a de plus en plus de femmes qui assument leur célibat et qui ne se définissent plus par la maternité, comme c'était le cas avant. Mais de là à dire que les hommes et les femmes sont égaux, comme le déclarent les textes de loi au Cameroun, je mets un peu de bémol là-dessus, à la québécoise. Je ne crois pas encore qu'on est rendu à ce stade-là. Je crois qu'il y a encore beaucoup de constructions sociales stéréotypées, comme celle du père pourvoyeur et de la mère au foyer, qui sont tous les deux symboles de stabilité familiale. Et on a encore cette idée qu'une femme qui a fait de longues études et qui remet en question beaucoup de choses, c'est une féministe un peu, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle peut être mal vue, en fait. C'est ça. Mm. En fait, je pense que votre réponse très fournie répond à une des questions qu'il y avait dans le chat de Clarisse qui disait, ayant vécu au Burkina Faso pendant 18 mois en 2017-2018, elle a constaté que le féminisme est complètement rejeté, qu'il ne faut même pas prononcer ce mot. Et donc, elle vous demandait de vous positionner s'il était possible de parler de féminisme au Cameroun. Et je pense que vous avez donc répondu à sa question. Avant de passer aux questions qui sont dans le chat, on en a quelques-unes. Je vais vous poser une dernière question. Okay. Celle sur dans vos textes, vous avez beaucoup de références religieuses. Il y a une réécriture du Cantique des Cantiques dans le carnet d'un retour à la ville natale qui est très belle. Une mention du Coran dans l'étrangère, quelques pratiques de sorcellerie, notamment et d'animisme évoquées dans le Cri des Lionnes, et puis les fameux pasteurs protestants qui rappellent un peu, enfin c'était assez dur hein, cette dernière nouvelle, qui rappellent un petit peu les télévangélistes américains par leur âpreté au gain et leur manipulation intellectuelle, et puis notamment l'épître de Paul sur l'amour qui conclut non seulement la nouvelle, la grande quête, mais qui conclut aussi votre livre en fait. Et donc une autre auteure africaine rwandaise que vous connaissez, je suis sûre, et beaucoup de peut-être de Oui, je la connais. notre audience connaît aussi, c'est Scholastique Mukasonga. Mhm. Elle a aussi écrit sur le combat entre la foi chrétienne catholique, cette fois, pas protestante, et imposée donc par le colonisateur, hein, puisqu'ils ont quasiment converti en masse et obligatoire tout le monde au Rwanda, et la foi originelle qui est celle des esprits. Et donc, quelle est la part de la religion dans la vie quotidienne au Cameroun et dans la diaspora camerounaise, et quelle est la religion dominante? Moi, il n'y a pas de catholique, j'étais tellement étonnée de voir des protestants et pas de catholiques mentionnés comparé à Mukasonga que je ne pouvais pas ne pas vous poser la question. D'accord. Alors, sur le plan religieux, voilà à peu près à quoi ressemble la composition de la société camerounaise. On a environ 60% de la population qui s'identifie comme chrétienne. Parmi la population chrétienne, on a les catholiques qui sont majoritaires. On a ensuite les protestants qui englobent les baptistes, les évangéliques et les pentecôtistes surtout. Et on a un petit nombre d'orthodoxes, moins d'1% de la population chrétienne. Ensuite, on a un peu plus de 30% qui sont musulmans et qu'on retrouve principalement dans les régions du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Au Cameroun, on a aussi les animistes qui croient en des forces spirituelles capables de protéger les hommes et d'animer les êtres vivants, les animaux, les objets, les éléments naturels. Et ils représentent environ 4% de la population. Et on a des libres penseurs qui représentent 2% de la population et des adeptes d'autres religions moins connues. Donc, la religion occupe forcément une place très importante dans la vie quotidienne des Camerounais et même de ceux de la diaspora qui, en général, continuent ils adhèrent à la même foi quand ils voyagent ou quand ils se déplacent. Tout récemment, durant les 2 dernières décennies, je dirais même les 3 dernières décennies, le phénomène des nouvelles églises a pris vraiment de l'ampleur au Cameroun et il s'est popularisé à tel point que le gouvernement a dû adopter des mesures pour éviter une certaine anarchie. Il y a bien sûr de bonnes églises, je n'en disconviens pas, avec de bons dirigeants comme partout ailleurs, mais il y a aussi des églises avec des dirigeants manipulateurs, cupides, et j'en passe. Pour revenir à votre questionnement sur le catholicisme, je vous ai dit que c'est la religion dominante au Cameroun, mais j'estime ne pas être bien placée pour en parler parce que je ne suis pas catholique et en dehors de ça, j'ai grandi dans un environnement à 90% protestant, entouré de protestants pentecôtistes, baptistes. Ma mère était catholique, mais comme dans plusieurs familles africaines, nous avons adhéré à la foi de notre père, qui est la foi protestante, la religion protestante. Donc, j'ai choisi de ne pas me prononcer sur ce que je connais moins, en fait, la religion catholique. Par contre, s'il faut parler de pentecôtisme, de baptisme, de tout ce qui touche à la foi protestante, je suis capable d'en parler sur la base de mon vécu, sur la base de mes connaissances et parce que tout le monde autour de moi, dans mon entourage, est protestant. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de la religion catholique. J'évite en fait de me prononcer. Et pour revenir à la thèse de Mukasonga,
il y a effectivement une sorte de combat dans plusieurs sociétés africaines entre la foi chrétienne qui a été imposée par les colons ou les anciens colons et les croyances spirituelles qui existaient bien avant leur arrivée. On a d'ailleurs des tendances paranormales qu'on observe dans la société comme les superstitions, les rites, les présages et autres dont je parle dans mon roman ou encore même la sorcellerie qui sont des survivances de nos croyances spirituelles. Et je vais conclure en disant que la religion chrétienne a sa place dans la société camerounaise. Je m'identifie moi-même comme une chrétienne, mais je doute fort que la spiritualité africaine disparaisse du jour au lendemain. C'est une partie de notre culture et il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements aujourd'hui dérivés du panafricanisme qui prônent le retour aux sources spirituelles, spirituellement parlant, comme le mouvement kamite ou encore le mouvement afrocentriste. Donc, C'est intéressant, oui, parce que quand on regarde effectivement la diversité aussi religieuse en Afrique, bah, il y a peu de gens qui savent, parce que vous avez mentionné 1% d'orthodoxes au Cameroun, moi-même je suis orthodoxe, je ne suis ni catholique ni protestante, et c'est vrai que si l'on regarde de l'autre côté, donc sur la côte est de l'Afrique, en Éthiopie, il y a une énorme population orthodoxe parce qu'en fait, ce sont direct, et puis il y a aussi une population juive parce que ce sont des héritiers directs de la reine de Saba, comme on disait, voilà. Alors, je vais vous poser, il y a des questions très intéressantes dans le chat, mais il y en a une, la dernière question de Laura, qui, elle, aimerait bien pouvoir faire profiter son book club qui ne lit qu'en anglais de votre livre. Donc, ce livre a-t-il été traduit en anglais ou bien s'il ne l'a pas été, va-t-il l'être bientôt? Alors, bonne question, pas encore, mais vu que je suis traductrice et membre de l'Ordre des traducteurs ici, j'y pense. C'est vraiment une idée que j'ai. Je voulais d'abord voir un peu comment la réception, comment le roman est reçu et autres, mais il sera bientôt traduit en anglais, peut-être par moi-même et une équipe de traducteurs avec lesquels je travaille. Donc, oui, vous aurez l'opportunité de le lire en anglais très certainement. Très bien. Alors, Laura, regardez, suivez Elodie sur Twitter ou sur Facebook voilà, pour savoir quand est-ce que son roman sera traduit en anglais. Nous avons une question très intéressante de Béatrice qui a lu votre livre, visiblement. Elle dit que c'est un plaisir de faire votre connaissance. Et à la page 94, elle ne comprend pas bien les choses que la mère d'Ibrahim faisait pour survivre. Pourriez-vous éclaircir ce point? Oui. Je vais aller à la page 94 pour éclairer Oui. tout le monde, tous ceux qui n'ont pas le roman. Donc, alors, bien, maman vendait parfois, je vais commencer par, je me souviens de tous les petits boulots que mes parents ont fait pour payer les études de leurs 5 enfants. Maman vendait parfois des arachides grillés, parfois de la bouillie de maïs ou des bonbons. Elle faisait aussi des tresses pour joindre les deux bouts. Donc, en fait, très souvent, ce sont des métiers qui sont propres aux personnes qui viennent d'un milieu modeste. Faire des tresses, c'est littéralement tresser les cheveux. On essaye de négocier avec quelqu'un, moyennant 500 francs CFA, c'est très peu d'argent au Cameroun pour pouvoir lui faire des tresses et aussi vendre des arachides grillés. C'est des petits commerces. J'ai parlé tout à l'heure de la petite commerçante qui a son commerce en bordure de route. C'est ça, en fait. Donc, elle a des petits arachides, des petits bonbons et autres qu'elle vend. Et on s'entend que ça ne se vend pas vraiment cher. C'est juste vraiment pour joindre les deux bouts. C'est à peu près ce genre de petit boulot que la maman d'Ibrahim faisait parce que lui venait d'un milieu très pauvre, contrairement à Lydie, qui, elle, vient d'un milieu quand même aristocratique. Donc, j'espère avoir répondu à sa question. Oui. Et une autre question, alors BC ou BC, je ne sais pas, pourriez-vous parler plus de comment vous trouvez l'inspiration et les motivations pour vos romans et vos œuvres et pour écrire en général? Oh, je dirais, c'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que ça dépend. Je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, j'ai connu les feux de l'amour. Ça fait que j'avais beaucoup d'émotions en moi à l'université. Et là, j'ai écrit. Bon, en ce qui me concerne, en général, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose dans ma vie de positif ou de négatif qui me soulève et qui, en fait, me donne cette motivation d'écrire. Donc, moi, je dirais, quand je vis des phases très importantes, des étapes très importantes dans ma vie, en général, j'ai beaucoup d'inspiration. Soit de l'inspiration pour que ce soit un défouloir émotionnel ou alors de l'inspiration parce que je suis, comme on dirait au Québec, je suis en amour, par exemple, ou il y a des choses précises qui se passent dans ma vie. Oui. Et est-ce que vous êtes en train déjà d'écrire un deuxième livre, Élodie? Oui.
Je ne dirais pas encore que je suis en train d'écrire un deuxième livre, mais il y a des petites idées qui me viennent déjà que j'essaie de jeter, de coucher sur papier rapidement, mais je n'ai pas encore il n'y a pas encore de fil conducteur entre ces idées, comme c'est souvent le cas quand je commence à écrire un roman. Merci beaucoup. Je vais remettre en mode galerie. Et donc, si jamais parmi vous, il y en a, parce que là, j'ai lu toutes les questions qui étaient dans le chat et je vois que Rosalia a dit que c'était a very interesting presentation. Congratulations and merci. Merci. Voilà. Donc, si quelqu'un d'autre veut poser une question directement à Élodie, je vous en prie, mettez-vous sur mode normal, unmute yourself, comme on dit en anglais, et posez-lui la question directement. Nous avons encore 5 minutes. Nelson, je vois qui est là, vous avez une question? Ou Héloïse? Oui. Ou Betty? Linda aussi peut-être? Ou Sabrina? Non? Personne n'a de questions? Bon. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Élodie. Martine dit propos très intéressants, félicitations. Merci. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir et on souhaite une grande vie à votre livre et puis une double vie même parce qu'il va être traduit en anglais. Et faites-nous signe quand il sera traduit en anglais pour qu'on le mette D'accord. aussi, comme ça on aura les deux dans la bibliothèque, la version anglaise et la version en français. Ça sera très, très intéressant. Et Merci. voilà. Si vous Et me donc, permettez, Sarah, je voudrais oui. juste remercier toute ma direction d'école, toutes les personnes qui sont là, toutes celles qui se sont connectées, vous également. Mais Betty également, il me semble que c'était mon premier manager dans mon premier boulot aux États-Unis. Je crois avoir reconnu le visage de Betty, qui était mon manager. Quand j'étais étudiante, je faisais des petits boulots à Macy's et Betty était ma manager et j'ai été très surprise de me rendre compte qu'elle s'est connectée. Donc, c'est ça, c'est un concours de circonstances. Je vois Betty et son visage, je me disais, ce visage m'est familier. C'était mon premier manager. C'est ça, à Macy's. Donc, je tenais à la remercier d'être là aussi. Mais, oui, mais merci beaucoup de dire ça. Et puis donc, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la littérature francophone, je vous recommande et je vous encourage à assister samedi prochain. Nous avons un panel de discussion avec deux auteurs de la Martinique, Mérine Seco et Nadia Chonville. Mérine Seco est une auteure confirmée qui a déjà écrit 4 livres et Nadia Chonville est un docteur en sociologie qui a écrit un livre et elle est spécialiste du genre justement. Donc, je serai avec elles en conversation pour leur poser des questions sur leurs œuvres respectives. Et nous continuons comme ça le Festival de la francophonie jusqu'au 31 mars. Mais nous espérons bien avoir d'autres auteurs francophones aussi le restant de l'année, comme nous le faisons chaque année à l'Alliance française. Et merci encore pour cette participation et à très bientôt.